faut distinguer ici les hypothèses constituées avant l'adhésion de la République démocratique du Congo à celles constituées après cette adhésion. Alors, ainsi que la procédure prévue en cas d'une vente immobilière en droit OHADA. Section 1, situation avant et après l'adhésion. Situation d'avant. Il y a lieu de rappeler qu'au terme de l'article 27, alinéa 2e de l'acte uniforme portant organisation des sûretés consenties ou constituée antérieurement au dictat uniforme et conformément à la législation alors en vigueur, reste soumise à cette législation jusqu'à leur extinction. Il s'ensuit que les hypothèses constituées en vertu de la clause par voie parée avant l'adhésion de notre pays au droit OHADA demeurent valables et leur réalisation s'est faite en suivant la procédure prévue par l'ordonnance examinée relative à la vente par voie parée. C'est dans ce sens qu'il a été jugé par la Cour commune de justice de l'arbitrage sur la non-rétroactivité ou l'inapplication de l'acte uniforme aux sûretés consenties par la loi nationale en ce que l'hypothèque conservatoire dont l'inscription provisoire a été réalisée sous l'égide de la loi nationale doit continuer à être régie par cette loi jusqu'à son extinction, car l'acte uniforme, les sûretés, n'est pas applicable aux sûretés consenties avant son entrée en vigueur. Situation après l'adhésion. Au terme des prescrits du même article 227, donc alinéa 1er, l'acte uniforme portant organisation des sûretés n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Il en découle qu'après cette adhésion, toutes les sûretés, en ce compris les hypothèques, sont désormais réglées par le dit acte uniforme. Partant, toute hypothèque constituée avec la clause de voie parée sous ce régime qui viole les dispositions impératives du dit acte uniforme se révèle nulle. Par ailleurs, la procédure à suivre pour la réalisation de toutes les sûretés est celle fixée par l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui prévoit la mise de l'immeuble sous main de la justice. C'est ce qui ressort de l'article 224 de l'acte uniforme sur les sûretés lorsqu'il prévoit que la procédure de distribution de prix sur la saisie est fixée par les règles régissant les voies d'exécution sous réserve des dispositions qui suivent concernant l'ordre de distribution. Section 2. Procédure d'une vente immobilière en droit OHADA. A. Principe. Le créancier dit l'article 246 de la procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d'exécution ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites qui du reste sont d'ordre public et qui ne peuvent être dérogées par les conventions des parties. La vente forcée d'immeubles après saisie immobilière ne peut être poursuivie soit qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, soit en vertu d'un titre exécutoire par prévision ou pour une créance en espèces non liquidée, mais la justification ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécuté et après la liquidation. La juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant la plénitude des juridictions dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles. Si les immeubles dépendants d'une exploitation est située dans le ressort de plusieurs juridictions, la vente se poursuit devant l'une quelconque de celles-ci. Des conditions de la saisie immobilière. Les conditions concernant la nature des biens et celles d'immatriculation préalable. S'agissant de la nature des biens, la part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que peuvent provoquer les créanciers d'un indivisaire, tandis que la vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. Aussi, le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des immeubles qui ne sont hypothéqués, sauf si l'ensemble de ces biens constitue une seule et même exploitation et si les débiteurs le requièrent. En outre,
La vente forcée des immeubles situés dans les ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement. Toutefois, lorsque les immeubles font partie d'une seule et même exploitation ou après autorisation du président de la juridiction compétente, si la valeur des immeubles situés dans un même ressort est inférieure au total des sommes dues tant aux créanciers saisissants qu'aux créanciers inscrits. Pour ce qui est de l'immatriculation, l'article 253 de cet acte uniforme prévoit que si les immeubles devant faire l'objet de la poursuite ne sont pas immatriculés et si la législation nationale prévoit une immatriculation, le créancier est tenu de requérir cette immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par décision du président du tribunal de la juridiction compétente de la situation des biens rendus sur requête et non susceptibles de recours. C'est mise de l'immeuble sous la main de la justice. Comme pour la vente par voie parée, l'article 254 de l'acte uniforme précité prévoit qu'à peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être précédée d'un commandement aux fins de saisie qui doit être signifié au débiteur et, le cas échéant, au tiers détenteur de l'immeuble avec sommation, soit de délaisser l'immeuble hypothéqué, soit enfin subir la procédure d'expropriation et contenir des mentions que seul le juge peut souverainement apprécier. Cet article prévoit au point 3 l'avertissement au signifié que, faute de payer, dans les 20 jours, ce commandement est transcrit à la conservation foncière et vaut saisie à partir de sa publication. Ce délai de 20 jours prévu doit être considéré comme un délai offert au débiteur pour se libérer de sa dette et non comme une interdiction faite au créancier de ne pas déposséder le commandement qu'à l'expiration du délai de 20 jours puisqu'il est prévu une radiation de l'inscription du commandement en cas de paiement dans ce délai. Le commandement est publié par l'huissier ou l'agent d'exécution après avoir fait viser l'original du dit commandement par le conservateur de la propriété foncière. L'article 66 de l'acte uniforme prévoit la préparation de la vente par la rédaction du cahier de charges par l'avocat du créancier poursuivant, qui précise les conditions et modalités de la vente de l'immeuble saisi et le dépôt de ce cahier au greffe de la juridiction compétente. Il s'y est de noter, d'une part, que la date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt 45 jours au plus tôt après celui-ci et ne peut l'être plus de 90 jours après le dépôt et d'autre part, dans les 8 jours au plus tard après le dépôt du cahier de charges, le créancier saisissant fait sommation aux saisis et aux créanciers inscrits de prendre communication au greffe du dit cahier et d'y faire insérer leur dire. Cette sommation indique à peine de nullité le jour et heure de l'audience éventuelle et statuant sur le dire et observation formulée le jour et l'heure de l'adjudication, etc. De intervention du juge. Une fois que les dires et observations déposées au greffe, il est organisé une audience éventuelle qui statue contradictoirement après échange de conclusions des parties et sur des éventuelles constatations auxquelles il appartient au constatateur de demander réquisition d'un expert. Les juges saisis peuvent, d'office à l'audience éventuelle et si nécessaire requérir un expert. Selon l'article 298 du dit acte, toute contestation ou demande incidente relative à une poursuite de saisine immobilière formulée à la signification du commandement est formulée par simple acte d'avocat contenant les moyens et conclusions. Les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de nullité, être soulevées avant l'audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu postérieurement à cette audience et tendant à faire prononcer la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité ou toute autre partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie peuvent encore être présentées
après l'audience éventuelle, mais seulement à peine d'échéance jusqu'au 8e jour avant l'adjudication. La décision à l'occasion de cette audience est transcrite sur le cahier de charges par le greffier et signifiée à la demande de la partie la plus dirigeante au débiteur propriétaire de l'immeuble vendu. Les décisions rendues en matière de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d'opposition, dit l'article 300 du dit acte uniforme. Elles ne peuvent être frappées d'appel que lorsqu'elles statuent sur le principe même de la créance ou des moyens de fonds tirés de l'incapacité d'une des parties, de la propriété, de l'incessabilité ou de l'aliénation des biens saisis. Les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas non plus susceptibles d'opposition. 3. Vente de l'immeuble. Avant la vente de l'immeuble ou l'adjudication, 30 jours au plus tôt et 15 jours au plus tard, un extrait du cahier des charges est publié sous signature de l'avocat poursuivant par insertion dans un journal d'annonce légale et par opposition plutôt à la porte du domicile du saisi de la juridiction compétente ainsi que des lieux officiels d'affichage de la commune de la situation du bien. À défaut, l'adjudication est nulle. Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à la vente sur réquisition, même verbale de l'avocat du poursuivant, ou de tout créancier inscrit qui indique publiquement le montant des frais de poursuite préalable taxés par le président de la juridiction compétente. Cependant, cette adjudication peut être remise pour des causes graves et légitimes par décision dans le délai de 15 jours qui précède l'adjudication. Celle-ci est non susceptible de recours sauf si la juridiction a méconnu le délai précédent. Aussi, le tiers qui se prétend propriétaire d'un immeuble saisi et qui n'est tenu ni personnellement de la dette ni réellement sur l'immeuble peut, pour le soustraire à la saisie, former une demande en distraction dans le délai de 8 jours avant l'adjudication. Cette demande en distraction des biens saisis est formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie. Et lorsqu'elle porte sur la totalité des biens, il est sursis à la continuation des poursuites. Enfin, il est de souligner que s'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais dans un délai de 15 jours au plus tard, à compter du versement du prix de la vente et le solde est remis au débiteur. S'il y a plusieurs créanciers inscrits ou privilégiés, ceux-ci peuvent s'entendre sur une répartition consensuelle du prix de la vente et même au même délai de remise en cas d'accord entre créanciers. À défaut, ils pourront saisir le président de la juridiction du lieu de la vente ou son délégué pour l'entendre statuer sur la répartition du prix dans une audience après signification de l'acte de saisine. Messieurs et Madame, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, il est de principe de droit que les biens du débiteur constituent son patrimoine, sont un gage commun des créanciers. Pour s'assurer de paiement, le créancier constitue une garantie portant soit sur un bien meuble appelé gage, soit sur un bien meuble appelé hypothèque appartenant à son débiteur. Il s'observe malheureusement dans la pratique que le créancier hypothécaire procède à la vente ou à la mutation à son profit de l'immeuble de son débiteur au mépris des dispositions légales relatives à la réalisation des sûretés. Dans un autre cas, les justiciables ne comprennent pas qu'on parle d'une vente par voie parée organisée par l'ordonnance numéro 116-200 du 20 juillet 1976 relative à la susdite vente, alors qu'il existe depuis plus de 7 ans une organisation de procédures simplifiées de recouvrement et de voies d'exécution. Pour lutter contre la confusion qui continue à se créer au niveau de nos juridictions, qui continue à appliquer cette ordonnance sans tenir compte de la nouvelle procédure, nous avons voulu rappeler
cette procédure de la vente par voie parée. Ainsi, nous nous sommes interrogés de ce qu'il faut entendre par voie parée, quelle est sa place dans la législation congolaise, comment la concilier avec le droit OHADA en application dans notre pays. Nous avons répondu à toutes ces préoccupations et notre exposé s'est articulé sur 2 points, dont le premier a été consacré aux définitions des concepts, tandis que le second a été consacré à la vente par voie parée par rapport au droit OHADA. Et ainsi, au terme de cet exposé, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, au terme de cet exposé portant sur la vente par voie parée, notre souci était, comme je venais de le dire, d'attirer l'attention de l'opinion publique en général et celle de praticiens de droit en particulier sur les abus qui se commettent parfois dans la constitution et la réalisation des hypothèses consenties avec la clause de voie parée au motif où au moment où notre pays, comme je l'ai dit précédemment, a déjà adhéré au droit OHADA depuis plus de 7 ans. En effet, il y a lieu de retenir que toute hypothèque constituée avec clause de voie parée avant l'adhésion de notre pays au droit OHADA demeure valable et sa réalisation suit la procédure fixée par l'ordonnance numéro 74 du 16 juillet 1976 relative à la vente par voie parée précédemment examinée. Par contre, celle constituée après l'adhésion de notre pays à l'OHADA est nulle et le juge saisi en l'espèce pour en solliciter l'autorisation devra déclarer la requête irrecevable car après cette adhésion, toutes les hypothèques sont désormais régies par l'acte uniforme portant organisation de sûreté et la procédure à suivre pour leur réalisation est celle fixée par l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et de voies d'exécution. Cette procédure a été simplifiée pour permettre le recouvrement des créances ou d'exécuter les décisions du tribunal compétent en cette matière en mettant en place des conditions et modalités à respecter avant de déclencher la procédure de la vente forcée des biens saisis. C'est pourquoi, avons-nous dit, les conditions relatives à la nature des biens, immatriculés préalablement l'immeuble, devant faire l'objet de la poursuite, doivent être résolues avant que celui-ci soit mis sous la main de la justice. En dépit de toutes les analyses développées, nous ne saurions pas dire que cette recherche est exhaustive. Le champ d'application est vaste pour tout chercheur qui désire y apporter sa contribution. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons dit et nous vous remercions. Du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa est donc terminé au cours de cette cérémonie de rentrée judiciaire à la Cour d'appel de Kinshasa. Avant que le président ne puisse procéder à la levée de la séance, nous voudrions ici donner quelques dispositions pratiques à suivre juste après la clôture de l'audience. Donc, nous étions ici à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe où s'est fait la rentrée judiciaire 2019-2020. La Cour déclare reprendre ses travaux à partir de ce jour. Et donc, les vacances judiciaires prennent fin à dater d'aujourd'hui. La Cour vous remercie pour votre aimable attention. Plus bien étant, l'audience est levée. Voilà donc l'audience qui consacre la rentrée juste judiciaire. Demander à la composition qui va sortir tout à l'heure. Voici les options pratiques. La composition sortira, sera suivie directement par les hauts magistrats et les... Cette cérémonie officielle commence pour vous expliquer les contextes dans lesquels nous nous retrouvons dans cette salle d'audience de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Je suis, comme d'habitude, accompagné de collègues des langues nationales, Mathieu Dibango pour le Lingala et Astrid au Congo pour le Swahili. José Ferrozi est avec nous pour quelques détails
juridique, il est très trempé dans la matière pour nous donner quelques subtilités qui entourent généralement ce genre de cérémonie. Mais avant tout, Astrid Okongo va expliquer à nos téléspectateurs, locuteurs de la langue swahili, la raison de notre présence dans cette salle d'audience de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Kweli wandugu wapenzi, tunapatikana kunako chumba cha mikusanyo ya Cour d'appel ya Gombe kwenye tuliweza kufuata hotuba tatu ya muhimu kabisa kutokana na swali ya sheria. Basi ulianzishwa na batonier provincial, batonier wa kijimbo ya Cour. Merci de son place à la composition, suivi des distingués magistrats. Les présidents des cours d'appel, les avocats généraux juu ya haki ya mkongomani. Aliweza kusemea mengi zaidi kisikiza kupata. Pia vile vile akida mkuu wa Cour d'appel ya Gombe aliweza vile vile kusemea juu ya haki pia uhuru ya masemi. Aliweza kabisa kukumbusha kutokana na watu wengi wenye hawaheshimu kabisa alama ya nchi. Sawa vile bendera inafaa kuheshimu alama ya nchi yetu, sawa vile bendera ya nchi haifai kudharau alama ya nchi yetu. Vile vile haifai kutosha masemi mbaya ama matusi kwa ajili ya wakuu wa nchi, zaidi rais wa jamhuri haifai kumtusi, sababu mtu mwingine anaweza kukusikia na mtusi rais wa jamhuri na anaweza kukustaki wala kufunga hata kama rais hakuweza kujua jambo hiyo. Na watatu mwenye aliweza kuchukua masemi ni mwingine mwenye aliweza kusugua masemi ni kiongozi mkuu, kiongozi wa kwanza wa Cour d'appel bwana Deo Lushule, na vile vile aliweza kusemea juu ya mambo yenye kuhusika na hali ya kuuzisha, kwani unaweza kuchukua mdeni kwa mtu fulani, unampatia kitu fulani, sawa vile kwa kuweza kuangalia deni yenye unaweza kuchukua utakuja kulipa siku fulani, lakini muda ukisha kupita mtu yule anaweza kuhusisha kitu chako yenye unaweza kumkamatisha na anakurudishia pesa ya juu, kama aliweza kuhusisha kwa bei ya juu yenye lipita kiasi ya pesa yenye unaweza kukopa kwake, anaweza kukurudishia. Basi ni hotuba tatu yenye tunaweza kufuata kabisa ya muhimu kutokana na kurudi kwa makazi ya Cour d'appel ya mji wa Kinshasa hapa Gombe. Siafono komi na suka ya molulu makomolelo awa okati ya ndako ya makita ya Cour d'appel ya Kinshasa Gombe. Zambo zongi mabango osimaloi ya sanza ibale lelo bazongeli matea mabango masikule masato masakora maki ndakisa batonier ya talisi mingi penza likambo litali mbeba ndenge na ndenge e bato basalaka mpe bakumbisima batonier na kolandema misala miye bazuzi basali kosapona ntina babotama ya ibale ezalaki mercurial ya procureur général ya talisi kuna makamba mayato basalaka ezala kozanga kotosa
bakambi ezala na bendela ekolo mpe mokambi ya ekolo atalisi yango mpe na mbalo na yango lolenge esengeli ezala bongo pelo président kuri atasi meme atali mayike mpenza na isa ya botekisi biloko mapango ndako mpe makambo mayike ye na nkombo ya lushule deo moto atalisi yango bolandaki biso pamba te maso masenganaki boyeba ete ezali mokolo moye bazuzi ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe bazongi misala na bango loi esili mpona nini babengi cour d'appel ya Kinshasa Gombe mpo bato kati mokonzi Kinshasa toza na cour d'appel ibale ya matete mpe ya Kinshasa mpona nini mibale etando ezali monene yango ezali ibale edicala baso balandi lolenge uti koleka awa nazokisoma epai ya yo. Merci Mathieu Moudibango pour ces interventions en lingala pour expliquer à nos téléspectateurs ce qui se passe ici à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. C'est la rentrée judiciaire le 29 octobre. C'est une date légale pour cette cour d'appel de Kinshasa Gombe. Il y en a deux dans la ville de Kinshasa. Il y a la cour d'appel de Kinshasa Gombe et la cour d'appel de Kinshasa Matete. À travers la République, dans chaque province, il y a une cour d'appel. C'est à la cour d'appel que la cour d'appel qui reçoit les appels pour les personnes qui ne sont pas satisfaites des jugements rendus en première instance au tribunal de grande instance. Nous avons ici Joseph Ferrozi qui est très trempé dans les méandres des subtilités de la question juridique à la radio-télévision nationale congolaise. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer ce qui s'est passé ici à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Il y a eu d'abord le discours du barreau prononcé par le plus ancien inscrit au barreau en l'absence du bâtonnier provincial de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Il a abordé la question de la motivation des jugements qui sont rendus par les différents tribunaux et différentes cours, et la mercuriale du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe avec pour thème les infractions d'outrage aux autorités publiques et celles d'offense au chef de l'État. Ensuite, le premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gombe a lui abordé la question de la vente par voie parée. Donc c'est comme de tradition, tout a été respecté, 3 discours pour chaque ouverture ou chaque rentrée judiciaire, et cela a été le cas ce matin, comme justement il a été le cas il y a 14 jours exactement, le 15 octobre, quand la Cour de cassation intervenait pour sa rentrée judiciaire. Je vous ai dit que Joseph Ferrozi est ici avec nous pour rentrer avec nous dans cette subtilité de la matière judiciaire. Joseph Ferrozi, les raisons de cette rentrée judiciaire en ce moment, est-ce que pendant les vacances, les cours et tribunaux étaient fermés, ou qu'est-ce qui se passe pendant les vacances et qu'est-ce qui signifie cette rentrée judiciaire? La rentrée judiciaire est légale parce qu'elle est motivée par la loi de la République, et ici, monsieur a même rappelé le prescrit de la loi, l'article 64, alinéa 2 de la loi organique numéro 13 par 011-B de 2013, qui oblige, n'est-ce pas, le magistrat de la Cour de cassation, Conseil d'État et autres des cours d'appel d'aller en vacances pendant 2 mois. Mais pendant les vacances, les cours, les tribunaux ne sont pas fermés. Ils ne sont pas fermés, ils travaillent, mais ils travaillent en vacation. Donc déjà malheureusement, parce qu'on n'a pas le temps, mais je suis avec le président et le président ici à la Cour d'appel. On ne veut pas savoir le sens de la rentrée judiciaire. C'est-à-dire, pour répondre à la question, les cours et tribunaux ne ferment pas. C'est le temps pendant lequel les magistrats peuvent prendre le congé pour la reconstitution de leur corps ou se préparer à terminer les affaires prises en délibéré. Donc le cours fonctionne toujours de manière ralentie. Voilà, merci. Apparemment, on n'a plus de temps pour vous expliquer tout ce qui a été dit ici. Edith Chala. Merci beaucoup José Ferrozi pour ces éclaircissements. Nous n'avons pas beaucoup de temps, amis téléspectateurs. Vous nous avez suivis depuis la salle d'audience de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, où s'ouvrait aujourd'hui, ou alors et se tenait l'audience solennelle de la rentrée judiciaire
de Kinshasa, de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Nous allons rentrer au studio où Nicole Sessep se prépare à nous faire la livraison de ce midi actualité. Donc, nous n'avons plus beaucoup de temps, amis téléspectateurs. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et à vous fixer rendez-vous.